Je passe maintenant à Mélanie Delonchamp. Donc, Mélanie est diplômée de l'Université Laval en gestion du développement touristique et elle a également suivi des formations universitaires en développement durable. Sous sa gestion, depuis 2001, l'APEL, qui s'appelle maintenant Agiro, devient un acteur incontournable dans la région en ce qui concerne la gestion de l'eau, la protection de l'environnement et la préservation des milieux naturels. Elle siège au comité exécutif du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale et de l'organisme des bassins versants de la capitale depuis plus de 15 ans. Elle est aussi membre fondatrice de Capital Nature et d'Action Transition, deux jeunes organisations de la région de Québec. Alors Mélanie, c'est à toi. Merci pour l'invitation. Je vais vous partager mon écran juste un moment. Donc, en fait, Agiro, c'est un organisme à but non lucratif là, qui a plus de 40 ans. Moi, ça fait environ une vingtaine d'années que je travaille pour l'organisation. C'est un organisme qui protège le magnifique lac Saint-Charles que vous voyez derrière moi, mais aussi le haut bassin de la rivière Saint-Charles. On travaille différents points. On travaille autant en action qu'en sensibilisation, en faisant des travaux de restauration, de conservation. Donc, on travaille en collaboration avec l'ensemble des municipalités. Puis, je vais vous l'expliquer dans ma présentation. Il y a un impact réel entre l'aménagement du territoire et la gestion de l'eau. Donc, je souhaite déjà commencer là, que l'eau est à la base de toute civilisation. Vous le savez, on a besoin d'eau chaque jour. On doit utiliser l'eau pour boire, mais aussi pour plein d'autres raisons. Puis la civilisation s'est fait beaucoup autour des plans d'eau parce que c'était aussi un moyen de transport. Donc, je vais commencer fort en vous disant que sans eau potable, il n'y a aucun développement qui est possible. Puis aussi, sans épuration des eaux usées, l'avenir de l'eau potable est compromis. Donc, je pense que le lien entre l'eau et l'aménagement du territoire est vraiment très important. Donc, en 2016, 2006, je ne sais pas si vous vous rappelez, partout au Québec, il y a un été qu'on a entendu parler des cyanobactéries, puis que c'était vraiment l'année que c'était la seule chose qu'on entendait. C'était toujours dans les discours à la télé, partout. La ministre, elle s'était promenée à l'époque, c'était Mme Beauchamp qui s'était fait une tournée nationale. Et c'est là qu'on s'est retrouvés avec des plans de lutte aux cyanobactéries, etc. Donc, on a voulu beaucoup lutter à la source, mais on pensait que c'était le savon, que c'était les engrais, mais la principale source était notamment les eaux usées. Surtout, nous, dans notre territoire, on a énormément d'installations septiques, puis je ne sais pas si vous connaissez le règlement sur la gestion des eaux usées, là, en fait, pour les résidences isolées, à la base, ça a été fait en 1981, ce règlement-là, puis il a été fait dans le contexte où on était supposé d'implanter ces systèmes-là pour les régions touristiques et les régions rurales. Et ça a été fait, dans le fond, sur la base où on allait développer peu sur un territoire et qu'il y allait avoir à gauche et à droite une maison ou un chalet avec une installation septique. Mais dans notre cas, sur notre territoire, dans un bassin de prise d'eau potable, on a beaucoup développé sur l'installation septique. Et en fait, ça fait que finalement, on s'est retrouvé avec des fortes concentrations, comme notamment dans le secteur de Vermont-sur-le-Lac, à Stoneham, où on a 172 installations septiques par kilomètre carré. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, dans le fond, on n'a pas pensé à, si on regroupe autant d'installations septiques sur un territoire, si on aménage notre territoire avec des installations septiques, éventuellement, on aura une problématique de capacité de support. Autant pour les gens qui restent dans ces secteurs-là, leur puits se retrouve contaminé bien souvent. Et aussi, en fait, le lac Saint-Charles, qui est le milieu récepteur de tout ce qui se trouve dans le bassin versant, en fait, on se retrouve avec des capacités de support dépassées parce que quand un lac a autant de fleurs d'eau de cyanobactéries, si on a des grosses floraisons, c'est parce que la capacité de support est dépassée. Et si on a dit que partout au Québec, il y avait des problématiques de fleurs d'eau, c'est parce qu'on n'a pas fait une bonne planification de notre territoire, qu'on n'a pas pensé à long terme. On a installé des gens partout sur le territoire et maintenant, on se retrouve avec des lacs qui n'ont pas la capacité de recevoir tous ces éléments nutritifs-là.
Donc, c'était pour vous faire la démonstration dès le départ que c'est vraiment, vraiment stratégique pour la protection de l'eau d'aménager son territoire d'une manière adéquate. Et aussi, bien, en fait, les protections des prises d'eau, en fait, c'est la même chose un peu. Là, ça n'a souvent pas été considéré comme, on n'a pas protégé finalement nos secteurs spécifiquement au niveau des prises d'eau. Maintenant, on a pensé souvent qu'il y avait une autre prise d'eau possible, qu'on pouvait la changer. Et il n'y a pas si longtemps encore, je me suis fait dire par des gens assez influents qu'il était trop tard pour le lac Saint-Charles et qu'il fallait trouver une autre prise d'eau. Mais les gens n'ont pas le réflexe de croire qu'à Québec, il n'y a pas tant de place que ça pour aller chercher une autre prise d'eau. Puis, c'est quoi le coût économique? Est-ce que c'est mieux de protéger le lac Saint-Charles ou de trouver une autre prise d'eau à combien de millions? Centaines de millions. Donc, c'est ce réflexe-là aussi au niveau de l'aménagement du territoire, c'est qu'on ne veut plus protéger notre territoire. On dit, bien, de toute façon, il est trop tard, fait qu'on va continuer à développer si ce n'est pas grave. Donc, par contre, là, les municipalités ont été obligées de faire des études de vulnérabilité par un nouveau règlement, le règlement qui a été mis en place, là, qui est le RPEP. Donc là, toutes ces municipalités-là ont fait l'étude de vulnérabilité. Puis, en fait, ce qu'on se dit, c'est que dans la solution, c'est que maintenant, il va falloir, avec ces études de vulnérabilité-là, implanter des règlements, s'assurer que maintenant, à partir de l'année prochaine, dans 2 ans, bien, que tous ces plans-là, on les refond dans la réglementation, puisque si on fait juste des plans pour dire qu'on a déposé un rapport au gouvernement, puis voici, c'est ça nos problèmes sur notre territoire, voici qu'est-ce qu'il faudrait faire, voici notre rayon de protection, puis qu'on ne continue pas à le protéger, mais on va continuer à développer puis à créer de nouveaux problèmes. Donc, à un moment donné, on doit être le jour zéro d'une nouvelle manière de faire et de protéger nos milieux naturels. Donc, il y a des pistes de solutions, comme je disais, dans le sens où maintenant qu'on a fait des études de vulnérabilité, il va falloir les appliquer, puis il va falloir trouver une manière de réglementer. Il y a aussi une chose qui est à la base, qu'on répète souvent au niveau de l'aménagement du territoire, c'est une problématique de fiscalité. Hein. Toutes les municipalités veulent se développer et dans le contexte où la Ville de Québec, par exemple, va vouloir protéger son lac Saint-Charles, bien, en fait, pour pouvoir le protéger, elle doit aller à l'extérieur de son territoire. Elle doit aller aussi dans le bassin versant. Le bassin versant, l'eau, elle arrive de où dans le lac Saint-Charles? Elle arrive de Lac-de-L'Age et de Stoneham principalement. Donc, il n'y a rien au niveau de la fiscalité qui peut encourager une municipalité à donner de l'argent à une autre municipalité pour protéger ses milieux naturels. Et ça ne va pas de soi, les gens ne sont pas habitués à ça. Quand on en parle, puis qu'on dit, bien oui, les gens trouvent que c'est bien, mais ce n'est pas réglementé, puis ce n'est pas nécessairement encouragé. Donc, c'est quelque chose à implanter aussi. L'imperméabilisation, je vous voyais une belle image de l'autoroute Laurentienne avec la rivière Jaune qui longe, qui est pris entre des routes finalement. La rivière Jaune, notamment, c'est une rivière qui, à certains moments, elle déborde, mais il y a plein de rivières encore plus connues là, sur le territoire. J'aurais pu prendre des images de la rivière Lorette. Et moi, je pense que dans les solutions qu'on devrait mettre en place, c'est qu'on devrait réglementer que lorsqu'il y a des problématiques d'inondation, dans un secteur, on doit déclarer que cette rivière-là est à haut risque, puis on doit décider de faire des travaux de restauration pour pouvoir continuer à imperméabiliser. Il faut à un moment donné se dire, bien, si elle déborde tout le temps, puis sans arrêt, puis il va falloir trouver des solutions, soit qu'on exproprie les gens puis qu'on les sort de la zone inondable, ou on réglemente sur les zones de mobilité. Mais il faut arrêter là, en tant que société de toujours continuer à dire bien, à chaque année, on va dédommager les gens, puis on va continuer cette situation-là. Moi, je pense que l'aspect de restauration, puis d'arrêter l'imperméabilisation, puis d'interdire, en fait, ça va faire que les gens vont innover pour arrêter là, cette problématique. Au niveau de la protection des milieux naturels, on le sait, là, dans le cadre de la pandémie, les gens se sont rués vers les milieux naturels. Il y a même des gens qui ont fui les grands centres pour aller y déménager plus vers les milieux naturels, mais ils ont aussi voulu aller dans ces secteurs-là. Et bien, on a aussi retrouvé l'ingéniosité de beaucoup de promoteurs à faire de la privatisation de forêts et à offrir des grands lots forestiers, des lots de 4 hectares, des lots de 100 000 pieds carrés que vous voyez sur des annonces. Tout le monde veut avoir sa mini-maison sur des grands terrains et on privatise. Je
je pense que c'est dans le cadre d'une réforme, il faut vraiment réfléchir à arrêter de privatiser la forêt, à arrêter de privatiser ces milieux-là et les rendre accessibles à tous, d'autant plus qu'on a un objectif la semaine passée annoncé par le ministre de l'Environnement d'avoir 30 d'aires protégées pour 2030. Pour pouvoir y arriver, il va falloir arrêter de faire d'éclater ces grands espaces-là et de les rendre, de les acheter, les rendre publics. Et une des manières que moi je souhaite, c'est qu'éventuellement, à l'intérieur des PRMHH, là, la protection des milieux humides, on a dit qu'il fallait faire des plans pour protéger nos milieux humides. Il y avait une belle ouverture là-dedans qui n'est pas légale, qui n'est pas réglementée, mais on aurait dû étendre à l'ensemble des milieux naturels cette planification-là, pas seulement aux milieux humides, mais aux milieux naturels. Donc, une des solutions que je vois, moi, pour améliorer la protection des milieux naturels, mais aussi s'assurer d'arrêter d'étendre et de faire de l'étalement urbain, c'est de ceinturer nos milieux de vie de milieux naturels protégés. Ainsi, ben, les gens ne pourront plus, les promoteurs vont savoir très bien la limite où s'arrêter, puis ils vont arrêter de toujours aller de plus en plus loin sur le territoire. Donc, j'essaie d'aller très vite, là. Mais dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a encore une fois, oui, il y a la LAU qui peut protéger les milieux naturels, puis qui peut protéger l'eau, mais il y a une foule présentement de réglementations, de lois, puis Étienne tantôt parlait de faire un super ministère entre les transports et l'aménagement du territoire, mais moi, je veux dire la même chose en fin de compte, c'est qu'il y a un manque de vision puis d'harmonisation entre l'aménagement du territoire, la protection des milieux naturels et la protection de l'eau. En fait, c'est sine qua non. Puis on a parlé de Stéphane Gaudreault tantôt. Moi, il est déjà venu à nos bureaux, puis il a dit, mais tout est un aménagement du territoire dans votre cas. Vous devez, ça tout passe par là. À l'époque, il était ministre notamment, puis il est venu à mon bureau, puis on en a parlé de ça. Mais il faut avancer plus loin pour la protection de l'eau, puis il faut avoir une vision d'ensemble, puis un leadership. Donc, je vais finir en disant que la complexité actuelle là, de la gestion de l'eau par bassin versant, le nombre d'acteurs interpellés par les différentes lois, les règlements, le manque de démocratisation aussi des données. Chacun a son petit pouvoir avec ses petites données, mais dans le fond, on devrait tous travailler ensemble. Et la gouvernance déficiente complique la tâche vraiment là, pour la protection de l'eau. C'est pour ça qu'on stagne dans ce milieu-là depuis de nombreuses années. Donc, on a fait un document en 2017 là, à Giraud. C'est Jimmy Duchesneau qui était qui avait un ancien de l'Université Laval en aménagement du territoire, là, qui maintenant qui est au ministère des Affaires municipales, mais il a fait un document là, qui s'appelle « Faire autrement pour une protection des milieux naturels et des ressources en eau ». Il y a plein de solutions dans ce document-là qui est disponible en ligne. Et puis, ben, je veux finir en vous disant, si on a ces cyanobactéries-là avec lesquelles j'ai commencé ma présentation, c'est parce qu'il y a une problématique, hein, que ce n'est pas parce que ça va bien au niveau de la qualité de l'eau de nos lacs au Québec. Merci.